Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 14 septembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Le prince Albert II a financé la restauration de la tour monastère aux îles de Lérins. Aujourd'hui, le couple princier vient de visiter le site en travaux à l'occasion de la bénédiction de cloches et nous y étions. En Coupe Davis, Monaco affronte le Maroc à Marrakech. C'est en direct tout ce week-end sur Monaco Info. Et bien, pour la première journée, 2 simples ont été joués et Monaco mène 2-0. Plus qu'une victoire dimanche pour remporter cette rencontre. On peut dire que l'annonce de la SNCF qui prévoit de supprimer les trains nocturnes du dimanche au jeudi a surpris. Le ministre d'État l'a clairement fait savoir et des discussions sont en cours. Le point dans ce journal. Le chef Yannick Aleno reçoit un autre grand chef ce week-end à l'hôtel Hermitage, l'américain Richard Lee, pour un dîner à 4 mains dans le cadre de la 4e édition du Festival des Étoilés Monte-Carlo. Nous serons justement avec Yannick Aleno. Le Trot and Roll a animé tout ce samedi les Jardins d'Apolline. Cet événement proposé par la Fondation Flavien permet de lutter contre les cancers pédiatriques. Retour sur cette journée importante dans le calendrier monégasque. La chronique US d'Alexandra Pani fait sa rentrée, avec aujourd'hui le portrait d'une jeune monégasque. Et la Franck vient d'effectuer sa première rentrée scolaire à New York en master à la Parsons School of Design. Et enfin, un focus sur les jeunes cavalières de l'écurie DE Tomel qui représenteront la principauté au saut d'obstacles lors des championnats d'Europe en 2025 en Espagne. Je vous propose pour débuter ce journal d'embarquer pour l'archipel de Lérins et plus particulièrement pour l'île Saint-Honorat, ce petit havre de paix habité uniquement par une vingtaine de religieux, accueillit aujourd'hui le prince Albert II et la princesse Charlène. Voyez ce reportage de Sarine Cary et Olivier Bonello. La tour monastère, monument emblématique du site, aura désormais un son grâce à ces 2 cloches flambant neuves arrivées sur l'île depuis Strasbourg. Commandées à l'occasion de la restauration de l'édifice, elles viendront parfaire la structure de pierre dans les prochains jours. Pour la petite histoire, l'une des 2 porte le nom d'un Grimaldi. Explication. La grande du bas s'appelle Marie-Augustin. Pourquoi Marie-Augustin? Parce qu'elle est dédiée, elle a été créée en mémoire d'Augustin Grimaldi de Monaco, qui était abbé réformateur du monastère de Lérins au XVIe siècle. Et donc il y a un lien qui s'est tissé en fait depuis maintenant longtemps entre le monastère de Lérins et la principauté de Monaco. Soucieux de la conservation de l'édifice lié à ses ancêtres, le prince, à titre personnel, a participé au financement des travaux débutant en 2020, et précisément au réaménagement de la chapelle Sainte-Croix qui se trouve à l'intérieur. Le prince est venu ces dernières années 3 fois. Il a soutenu le mouvement de restauration que la communauté monastique a lancé depuis un certain nombre d'années. Donc il est un mécène évidemment par cette tradition et son intérêt que l'on connaît pour les sites historiques liés à l'histoire de sa famille et de la principauté. Et puis c'est un lieu assez exceptionnel effectivement dans la baie de Cannes et donc qui a un certain nombre de ressources et d'attractivité. Ces 2 cloches de bronze de 60 et 160 kg ont été bénies à l'issue d'une messe et parrainées par le couple princier. Elles sonneront, comme le veut l'usage, 7 fois le jour et 1 fois la nuit pour attirer les croyants vers la prière. Comme l'a fait le couple princier et les visiteurs aujourd'hui, vous aussi, vous pourrez faire sonner les cloches, notamment lors des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu en France le week-end prochain. Monaco participe en ce moment même à la Coupe Davis dans le groupe 2 pour une peut-être accession dans le groupe 1. Les 2 premiers sets se sont disputés aujourd'hui face au Maroc à Marrakech. Christophe Paco, vous êtes sur place et c'est plutôt bien parti. Et bonsoir Fabien, les joueurs de double ont réalisé l'exploit de mener en simple 2-0. On tourne en tête ici à Marrakech après la victoire d'Hugo Nice en 2-7. 2 manches face au tout jeune Yacine Blimi. Match suspense, match incroyable entre Romain Arnaudot, spécialiste du double. Ensuite pour marquer ce 2e point, au bout de l'effort, c'est vrai, au bout du suspense en 3 manches. La réaction à chaud de Romain Arnaudot après ce point du 2-0 pour Monaco face au Maroc. Bah ouais, non, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur ce que j'avais à faire et je trouve qu'on a eu un très bon niveau de jeu sur tout le match, sauf le 3e, c'était vraiment la guerre du physique, donc c'était un peu bizarre. Je suis surtout fier qu'avec Hugo on tienne la baraque, quoi, parce qu'on a pris un coup dur en perdant Val et Lucas voilà, donc là on a vraiment assuré avec Hugo, donc tout le monde va être content à Monaco et même nous personnellement on est super heureux de tenir la baraque et voilà, après il faut qu'on aille récupérer, il n'y a que 2-0 et une rencontre
Je sais que les médias, ils aiment bien souvent dire que c'est fini, mais c'est loin d'être fini. Et voilà, il fait 50 degrés ici, c'est vraiment dur. C'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, toute la semaine, il a fait 28, 27, on s'entraînait bien, et aujourd'hui, il fait 38, quoi. Et là, sur le court, c'est très dur d'enchaîner. En plus, moi, j'ai l'habitude de servir une fois sur deux en double, j'ai pas le rythme vraiment de jouer tout le temps le point. Enfin, c'est un petit peu différent, donc là, c'était dur, mais je suis fier. 4-6, 7-5, 6-3. Formidable combat pour Romain Arnaudot qui est donc sorti vainqueur de son duel avec Elliot Benchetrit. Hugo Nys le premier point. Demain 11h, attention le double, peut-être décisif pour Monaco. Début de la rencontre à partir de 11h ici à Marrakech. Et on retrouvera en direct Christophe Pacaud et Laurent Orsini pour commenter la dernière journée de cette Coupe Davis avec une prise d'antenne dimanche à midi pour le double. En F1, Charles Leclerc s'est imposé lors des qualifications ce samedi après-midi. C'est la 4e pole position consécutive à Bakou pour le Monégasque et sa 3e pole position de l'année. Charles Leclerc partira donc en tête demain à 13h, suivi d'Oscar Piastri et de son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz. Verstappen en difficulté en ce moment n'est que 6e et grosse contre-performance pour Norris qui joue le titre. Il partira 17e. L'annonce avait fait l'effet d'une bombe en fin de semaine dernière. En raison de travaux, la SNCF prévoit de supprimer les trains nocturnes du dimanche au jeudi, compliquant sérieusement le quotidien de milliers d'usagers, dont de très nombreux salariés de Monaco. Le gouvernement monégasque s'en est ému et des discussions sont en cours. On fait le point sur ce dossier avec vous, Patricia Navarro. Oui Fabien, le ministre d'État Didier Guillaume avait tapé du poing sur la table cette semaine, pointant du doigt le manque de communication et d'anticipation de la SNCF, allant jusqu'à se déclarer profondément choqué en séance privée avec les élus du Conseil national. Il avait jugé la situation inacceptable. Et bien à la suite de ces propos, une réunion d'urgence a été mise en place avec la SNCF Réseau et ce matin, par la voie d'un communiqué conjoint, le gouvernement monégasque et la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur estiment que les concessions consenties par la SNCF Réseau sont encore insuffisantes. Et quelles sont ces concessions justement? Sur quoi portent-elles? Alors dans un premier temps, la SNCF Réseau a annoncé l'interruption du service ferroviaire sur la liaison Nice-Vintimille de 21h à 6h toutes les nuits du dimanche au jeudi. Mais le plan de substitution proposé ne correspond ni aux attentes des usagers ni à celles des autorités monégasques. Le gouvernement et la région ont donc demandé un report de la date de lancement des travaux ainsi qu'une adaptation des plages horaires et la mise en œuvre de nouvelles solutions de substitution. Au-delà de l'épineuse situation que cela engendre pour les usagers, il y a aussi la question des soirs de compétition sportive. Mais la SNCF Réseau a refusé la demande de report des travaux qui doivent commencer ce 15 septembre, demain, mais elle a accepté un décalage de l'horaire du dernier train à 22h45 au lieu de 21h. Cela avait pour conséquence de ne devoir organiser plus qu'une seule substitution à 23h30. Mais les discussions vont donc se poursuivre. Une nouvelle réunion sera organisée lundi à Monaco, Fabien. Et nous vous tiendrons bien sûr informés. Merci Patricia. Gastronomie à présent avec le 4e Festival des Étoilés Monte-Carlo, une édition placée sous le signe des 150 ans des caves de l'Hôtel de Paris, avec plusieurs rendez-vous de prestige, comme ce dîner à 4 mains ce samedi et dimanche au pavillon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Aleno. Et il est avec nous. Yannick Aleno, bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on parle de sécurité routière. C'est l'actu avec beaucoup de faits divers et beaucoup de chauffards en ce moment. Vous venez de vous unir avec l'artiste JR, c'est-à-dire, expliquez-nous, quel est l'objectif ? En fait, au mois de mai l'année prochaine ou juin, on veut coller sur le pont de l'Alma ce qui symbolise finalement les familles des enfants partis trop tôt suite à un accident ou suite à un homicide routier. Vous savez, l'année dernière en France, il y a eu 700 jeunes de moins de 24 ans qui sont morts sur notre territoire. C'est énorme et avec JR, on avait l'idée de montrer au public, donc déjà ce sera un lieu de commémoration, de montrer au public en fait l'étendue des dégâts quand un enfant nous quitte brutalement, parce que c'est pas simplement une victime, c'est des milliers de co-victimes qui subissent comme les autres. L'association a pour but d'aider ces familles, d'aider ces jeunes qui restent aussi, parce que quand on a cet âge-là et qu'on a des frères et des sœurs, personne ne s'occupe de ces jeunes, personne ne va les voir, personne ne leur demande comment il va, personne ne leur amène un soutien psychologique. Donc on veut absolument profiter de ce moment pour communier ensemble, évidemment, parce que moi, comme vous le savez, j'ai perdu mon enfant il y a 2 ans, malheureusement.
Mais je me suis dit ce jour-là, il faut que je fasse quelque chose pour les autres, pour ceux qui restent, et en espérant faire réduire drastiquement le nombre de ces gamins qui nous quittent trop tôt. Oui, on en parle comme ça, on fait div, et puis après on oublie. Là, avec les photos sur le pont de l'Alma, ça reste. Ça restera, enfin, on effacera à la fin du week-end, on effacera au Karcher comme pour symboliser l'effacement de la mémoire de ces actes. Voilà, mais c'est impressionnant. Moi, tous les jours, enfin, vous le vivez comme moi, mais je trouve insupportable que quand on en font part, ils fassent 3 lignes dans la PQR du journal du coin. C'est pas possible. Donc moi, je veux parler de tout ça. Donc si certains nous regardent aujourd'hui, ce soir, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association antoinealeno.fr et le projet eLive @associationantoinealeno.fr. Pour vous inscrire, vous pouvez nous envoyer simplement une photo de vous si vous avez subi, ou votre famille, peu importe, vous avez perdu quelqu'un de proche. Votre visage est important pour montrer la réalité des choses. Le message est passé. On revient au pourquoi de votre présence dans ce journal avec le 4e festival des étoilés Monte-Carlo. Quel est pour vous l'intérêt, l'objectif de ce festival étoilé dans sa généralité ? Bon, l'objectif est pluriel. Il est de faire parler des propriétés de la SBM, de ces sublimes hôtels. Moi, j'ai la chance de travailler à l'Ermitage, où on vient d'ouvrir d'ailleurs un restaurant japonais gastronomique avec Yasunari Okazaki, qui s'appelle l'Abysse. Et l'idée, c'est aussi de faire venir pour notre clientèle déjà une autre cuisine qui s'amuse avec nous. Et je trouve que c'est bien aussi d'échanger avec d'autres chefs. Là, aujourd'hui, ce soir, nous aurons Richard Lee, qui vient de San Francisco, un restaurant sublime qui s'appelle Saison, très inspirant. Voilà, et un garçon délicieux et qui fait une cuisine remarquable. Donc, si vous êtes à San Francisco, allez manger à Saison parce que c'est vraiment une cuisine complètement exotique, différente. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'échange auprès des équipes. Je pense que mes chefs, comme ça, profitent d'une expérience encore nouvelle, notre équipe, et c'est surtout, voilà, et puis après, vous le savez, c'est clôturé par ce grand dîner de gala que nous faisons avec tous les chefs. Donc c'est aussi un moment de communier la grande cuisine mondiale. Vous parliez de Richard Lee, il est là ce week-end avec vous pour un dîner à 4 mains, avec vous-même. Qui est ce grand chef américain? Comment vous pourriez définir sa cuisine? Richard Lee, déjà, c'est un très jeune grand chef américain. Il a pour moi, il a travaillé avec Antoine à New York. Donc, vous voyez, ils ont travaillé ensemble au 11 Madison Park. Richard a un travail de cuisine, son restaurant est fait qu'autour du barbecue, donc tout est fait à la flamme. C'est assez impressionnant parce qu'il cuit même les légumes sur le barbecue, il cuit, il fait fumer, c'est gelé. Donc il a une approche qui est complètement différente de ce que je pouvais faire d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc l'égout produit par son acte de feu nous donne quelque chose d'assez particulier. Et qu'allez-vous présenter justement ce soir, demain soir? Qu'allez-vous faire tous les deux? Alors nous, moi j'avais envie de rendre hommage à la cuisine locale, donc entre autres, il y a plein de plats, mais j'ai retravaillé une truccia, vous savez, cette tarte niçoise monégasque. D'ailleurs, on a été voir Rana ce matin dans le potager pour aller chercher les blettes, les herbes et les fleurs. Donc, et lui, il est parti sur un bœuf japonais à la flamme comme ça, avec tous ces petits légumes qu'on a collectés ce matin, entre autres, évidemment. Donc c'est un vrai échange culinaire que nous allons avoir ce soir. Comment se partage-t-on justement les tâches? Est-ce que chacun fait un plat? Vous travaillez sur le plat de l'autre? Quel est le concept? Non, chacun fait sa cuisine. Je crois que ce niveau d'assiette est tellement compliqué à obtenir que ça demande un travail très long. Donc faut pas commencer à bricoler, je crois, parce que les gens attendent beaucoup ce soir, vous voyez. Mais non, généralement, le chef invité demande au chef... le chef qui invite demande au chef invité de lui faire une proposition de plat qu'il aimerait réaliser, et puis autour de ça on essaye nous d'amener des équilibres. On est dans notre cuisine, donc c'est plus facile pour nous de nous adapter plutôt que le chef de s'adapter à notre proposition, et ça se passe toujours très bien. Et puis je trouve, vous les verriez dans les cuisines, c'est un lieu où ils sont tous en train de sourire, de se connaître, et même pour nos chefs ici, c'est sympa d'avoir... vous savez, la cuisine, c'est une immense famille. Moi, j'ai voyagé beaucoup depuis très jeune, et à chaque fois que je vais dans le monde, je suis accueilli par un copain chef, quoi. Le réseau, il est immense.
Et eux, les jeunes chefs ici, commencent à tisser leur réseau de copains. Donc si demain il y en a un qui va aux États-Unis, qu'il a besoin de quelque chose, il appellera Richard, il lui demandera de l'aide et il lui donnera bien volontiers. Il y a donc ce week-end ce dîner à 4 mains au pavillon Monte-Carlo, au cœur de l'hôtel Hermitage. Mais il y aura aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le 11 octobre, dans le patio de l'hôtel de Paris, un dîner cette fois à 8 mains avec Alain Ducasse, Marcel Ravin, Dominique Laury et vous-même. C'est en tout, je crois, 7 étoiles au guide Michelin. C'est exceptionnel, on est d'accord ? Ah, c'est exceptionnel, ça va être fantastique. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Alain Ducasse, parce que grâce à Alain, moi je suis à l'Hermitage. Il m'a aidé il m'a dit c'est absolument pavillon, c'est absolument le restaurant qui manque à Monaco, donc je vais en parler à SBM. Et puis c'est comme ça que la SBM m'a convié à faire de la cuisine et j'apprends beaucoup. Et j'ai trouvé ici une famille, moi, quand je suis arrivé à l'Hermitage. Vraiment, je trouve que l'ensemble des gens qui travaillent ici sont exceptionnels. J'ai une équipe sensationnelle et vraiment, pareil, je voudrais les remercier. Donc ce soir-là, on sera tous ensemble, nos cuisiniers, nos serveurs, nos sommeliers, ceux de Marcel, ceux d'Alain et du grill, et on fera un grand dîner d'exception. Allez, je le rappelle, ce samedi et dimanche dans votre restaurant au pavillon Monte-Carlo, le dîner déjà à 4 mains avec Richard Lee et vous-même. Merci Yannick Aleno d'avoir répondu. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Trot'n'Roll est de retour pour une nouvelle édition. Cet événement proposé par la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques, permet à tous de se retrouver autour de cette cause le temps d'une journée dans les jardins d'Apolline. Au programme, balade à moto, circuit en trottinette, maquillage, initiation aux premiers secours, descente en rappel et j'en passe. Bref, de quoi passer une belle journée. Regardez ce reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comassa. Rouler pour la bonne cause, petits et grands sont au rendez-vous pour lutter contre les cancers pédiatriques. On a un passionné de trottinette, 3 ans et demi là, et puis on vient profiter des installations et puis du beau soleil. On est tous bien conscients et bien contents de pouvoir aider au maximum. Une cause portée par la Fondation Flavien qui reverse ses fonds pour la recherche faite au Centre scientifique de Monaco. Recherche qui porte ses fruits et qui doit maintenant déboucher sur un essai clinique. Les résultats, ils ont été là dès le départ. On savait où on allait. Il y a eu de la longévité, plus de 18 mois. Il y a eu une toxicité beaucoup moindre. Et surtout, il y a un petit enfant de 10 mois à l'époque. Il est toujours là. Ce produit-là, je veux militer pour qu'il vienne en première ligne. Première ligne, pourquoi? Parce qu'il démontre qu'il est moins toxique que les autres. Ça veut dire que les enfants durent plus longtemps. L'objectif est aussi ça, c'est de durer plus longtemps pour pouvoir, si un jour on a le médicament miracle, pour dire on y va. Cette journée, c'est donc l'occasion de se réunir autour d'une cause commune. Et les bonnes actions ne manquent pas pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Entre une initiation au premier secours et un stand de pirates, il y a Mathilde qui propose d'agir par le biais du don de moelle osseuse, en commençant par le prélèvement salivaire. C'est une sorte de carte d'identité qui permet de voir la compatibilité en fait entre les personnes. Il y a une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un étranger à sa famille. Il faut savoir que si on donne un jour à quelqu'un qui n'est pas de sa famille, ça n'enlève pas les chances de donner à quelqu'un de sa famille. Parce que dans sa fratrie, on a une chance sur 4 d'être compatible avec ses frères et sœurs. Ça permet en fait de traiter tout ce qui est cancer du sang, type leucémie. Les actions sont nombreuses pour agir en faveur de la lutte contre le cancer. C'est l'heure du retour des chroniques américaines avec notre correspondante Alexandra Pani. On vous retrouve fidèle au poste pour cette nouvelle saison qui débute, Alexandra. Bonsoir à vous, tout à fait fidèle au poste. Et pour la reprise de la chronique USA, je vous propose de rester dans le thème de la rentrée scolaire de cette semaine. Chaque année, des élèves de la Principauté et ses environs choisissent de partir à l'étranger pour la poursuite de leurs études supérieures. Une expérience enrichissante, mais il n'est pas toujours évident de franchir le cap et s'installer à des milliers de kilomètres de sa famille. Je suis donc allée à la rencontre de l'une d'entre eux, Ella Frank, qui vient d'effectuer sa première rentrée à Parsons New School à New York. Elle se confie sur les débuts de cette nouvelle aventure. À 21 ans, c'est dans la capitale de la mode qu'elle pose ses valises à la fin du mois d'août puisque les Américains reprennent plus tôt l'école. Ella Frank a effectué sa première rentrée scolaire à New York en master à la Parsons School of Design. Parsons, c'est une des meilleures écoles de design et de mode au monde. Et New York, c'est le brassage culturel. Pour la mode, c'est extraordinaire. Là, c'est vrai que c'est un challenge supplémentaire, New York, avec le choc culturel, la nouvelle langue.
Mais c'est génial de vivre ici, beaucoup d'expériences, rencontrer plein de monde. Et ce qui est génial ici, c'est la diversité. Se familiariser avec son nouveau lieu de vie, prendre de nouveaux repères, ce n'est pas toujours chose évidente lorsque l'on part s'installer à des milliers de kilomètres de sa famille. La question du coût financier doit également être anticipée. Pour cela, une cellule dédiée au sein de l'Éducation nationale, l'administration de l'école que vous envisagez d'intégrer, mais aussi de nombreux sites internet tels que l'étudiant.fr pourront vous renseigner sur tous les paramètres à prendre en compte avant un déménagement à l'étranger. J'ai eu la chance d'avoir une bourse au mérite offerte par l'école Parsons qui prend en compte tous mes frais de scolarité. Et aujourd'hui, je vis dans une résidence étudiante, ce qui permet aussi de limiter les frais. C'est un grand pas, c'est sûr que c'est impressionnant, mais j'avais besoin aussi d'un nouveau challenge et d'arriver dans cette grande ville. C'est tout nouveau, mais c'est très excitant. 2 années qui seront riches d'expérience pour la jeune étudiante et qui lui permettront par la suite d'intégrer les départements de conservation de musées de renom ou de grandes maisons de couture. Une belle carrière en perspective. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On passe à un tout autre sujet avec de l'équitation et 4 jeunes cavalières de l'écurie DE Tomel qui représenteront la principauté durant le championnat d'Europe de saut d'obstacles 2025 dans la ville espagnole de La Corogne. C'est dans le centre hippique de Nice que les jeunes filles s'entraînent quasiment tous les jours. Reportage d'Émilie Flamin, Lionel Bernardi et Louis Borgia. Éline, Valentine, Ilana, Juliette, elles sont 4, âgées de 12 à 17 ans, et elles se préparent à représenter Monaco pour le prestigieux championnat d'Europe 2025. J'ai Juliette qui est très perfectionniste, très concentrée, très appliquée. J'ai Ilana qui est tête brûlée et qui est beaucoup moins concentrée que peut l'être par exemple une Juliette, mais par contre qui va au feu et qui a un don en piste, une nonchalance même pour faire bien et pour arriver à ses objectifs. J'ai Aileen qui elle est acharnée dans ce sport depuis qu'elle est toute petite. C'est aussi un peu la locomotive parce que c'est elle qui entraîne les copines dans ces délires d'aller toujours de plus en plus loin. Valentine, c'est la même chose. Ses chevaux, elle vit que pour eux, et pour les concours, pour les objectifs qu'elle se donne. Puis il n'y a pas que les championnats d'Europe, on est toute l'année en concours. Et elles veulent tous les week-ends performer. Habituées des concours, elles s'entraînent plusieurs fois par semaine pour briller sur la piste le jour J. Je pense que la seule différence qu'il va y avoir dans mes entraînements, c'est que je vais être plus assidue et que je vais m'entraîner en étant plus à l'écoute et je vais essayer de mieux faire. Tiens là, bien dans son épaule à gauche. Je pense que pour arriver au niveau, on va dire, il faut vraiment avoir un contact avec le cheval et former une équipe, très bien s'entendre. Et c'est très important de beaucoup s'occuper du cheval. Et même en dehors des compétitions, l'équitation représente pour ces filles plus qu'un simple sport. J'y consacre vraiment toute ma vie, mais je pense que la relation avec l'animal, c'est quelque chose qui est le plus important. C'est un animal, on ne le comprend pas comme un humain, on ne peut pas discuter avec lui, mais on a une manière différente de le comprendre et de le connaître. On a une relation avec le cheval et que ça nous permet d'avoir de l'adrénaline, qu'on travaille beaucoup de choses et que c'est très mental aussi comme sport. Actuellement en pleine compétition du Sun Tour qui se déroule sur plusieurs étapes, les filles excellent déjà dans leur catégorie et promettent d'arriver en tête du classement de ce concours régional. Une bonne préparation pour le championnat européen l'année prochaine. Le championnat d'Europe de saut d'obstacles se tiendra du 16 au 20 juillet 2025 en Espagne. En bref, à l'occasion des 80 ans du syndicat des artistes musiciens et de l'Union des syndicats de Monaco, un concert sera organisé jeudi prochain, 20h, à l'Auditorium Régnier 3, avec des grands classiques comme des musiques de Carmen, Casse-Noisette ou encore Le Lac des Cygnes. Un concert au profit de la Croix-Rouge monégasque. Un coup d'œil sur la météo avec Sarah Inkari. Bonsoir Sarah, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. C'est une journée tout aussi ensoleillée qui s'annonce demain, mais les températures, attention, se rafraîchiront, surtout le matin. Elles varieront entre 18 et 23 degrés au cours de la journée. Enfin, jetons un œil sur le calendrier pour la Saint-Roland que nous fêterons ce dimanche.
Merci Sarah. Les photos de fin de journal de Frédéric Nébinger sont consacrées aujourd'hui à l'opération Trot and Roll dont on a parlé précédemment. Et oui, 10 ans, ça se fête. 10 ans de lutte contre le cancer pédiatrique. Une décennie à se consacrer corps et âme à cette cause pour Denis Macario. Ça vaut bien au minima les photos de fin de journal. On se retrouve pour une nouvelle édition dimanche à 18h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.